Ok, alors maintenant on va aborder donc le thème 5 sur le pouvoir constituant. La section 1 était l'élaboration de la constitution, le pouvoir constituant originaire. Alors ce pouvoir, c'est celui de créer une constitution dans un contexte où il n'y en a pas ou plus. Alors le paragraphe 1, donc les caractéristiques du pouvoir constituant originaire. Alors donc on va parler du pouvoir constituant originaire, puisqu'en fait il est à l'origine de la nouvelle constitution et fonde en fait un nouvel ordre juridique. Cette situation-là, elle peut se passer dans plusieurs cas de figure. Premièrement, il y a le cas où en fait il n'y avait pas précédemment de constitution. Ça va être le cas notamment lors de la création d'un nouvel État, comme les anciennes colonies qui accédaient à l'indépendance. Ensuite, il va y avoir le cas où il y avait une constitution avant, donc préexistante, mais qu'elle a disparu pour une raison ou une autre. Genre un coup de force, une révolution qui a renversé les institutions, tout ça. Ensuite, il va y avoir l'hypothèse dans laquelle il y a un vide juridique sur le plan constitutionnel à la suite d'une guerre ou d'une occupation prolongée par des forces ennemies. Et dans ce cas-là, l'ordre constitutionnel préexistant est suspendu par les circonstances et n'est pas rétabli. Et par exemple, ça va être le cas donc, de la France qui en 1946 adopte une nouvelle constitution, ou encore de l'Autriche en 1920 qui remet les institutions préexistantes. Pour le cas de la France, c'est parce qu'en fait, il y a eu, durant l'occupation du pays, il y a eu un vide qui s'est créé, notamment au niveau des institutions, et donc, bam, nouvelle constitution. Ensuite, sur le plan juridique, ce pouvoir constituant originaire, il présente un certain nombre de caractéristiques. Première caractéristique, en fait, il s'agit d'un pouvoir absolu. Donc en gros, ça veut dire qu'il est entièrement libre et qu'il peut mettre ce qu'il veut dans sa nouvelle constitution. Ensuite, la deuxième caractéristique, c'est que le pouvoir constituant originaire, en fait, il met en place une nouvelle constitution placée à la tête d'un ordre juridique, et donc les institutions vont être entièrement renouvelées, et la pyramide des normes, alors, voit son sommet entièrement changer, changeant, en fait, l'ordre juridique applicable. Ensuite, le paragraphe 2, donc, c'est les modalités possibles de l'élaboration d'une constitution nouvelle. En gros, ça c'est une phrase un peu compliquée pour juste se demander comment on va rédiger une constitution écrite. Pour ça, on va distinguer deux grandes modalités d'élaboration d'une constitution formelle qui sont plus ou moins démocratiques. La première, donc dans les pays démocratiques, c'est l'idée que en fait, la souveraineté étatique est exercée au nom du peuple, donc c'est le peuple qui légitime le pouvoir politique et son exercice. On parlera alors de souveraineté populaire. Dans ce premier cas de figure, l'élaboration de la constitution en fait, se fait au nom du peuple. Et donc, le deuxième cas, c'est donc les États qui ne s'identifient pas comme démocratiques. Dans ce cas-là, on va faire une constitution sur d'autres bases, puisque déjà, en fait, celle du peuple, elle compte pas, puisque l'État n'exerce pas au nom du peuple. Donc, le petit a, la mise en place d'une assemblée constituante. Alors, en gros, ça consiste à rassembler une assemblée constituante dont donc le rôle de cette assemblée va être d'écrire la constitution. C'est en gros le mode le plus démocratique d'élaboration, et il se caractérise par le fait que les citoyens vont voter pour élire des représentants qui siégeront dans une assemblée chargée donc d'élaborer une constitution, et on va appeler ça l'assemblée constituante. L'assemblée constituante, c'est une assemblée élue pour un temps limité, dont la mission est de rédiger le texte d'une constitution en vue donc de son adaptation ultérieure. Et pour ça, il va exister plusieurs modèles d'assemblée constituante, et nous on va en distinguer deux. La première assemblée, c'est l'assemblée constituante ad hoc. Donc en gros, cette assemblée, elle disparaît une fois que la constitution est achevée, parce que c'est cher à l'État, il y a plein de frais liés au fait de maintenir une assemblée. C'est notamment le cas donc, pour l'élaboration de la Constitution des États-Unis entre 1783 et 1787, où en gros ils ont fait la Constitution et après, fini. Ensuite, le deuxième cas de figure, c'est une assemblée constituante qui ne fait pas que rédiger une constitution et où ses membres doivent en même temps gérer les affaires, donc en votant des lois ordinaires par exemple. Et donc ça, ce sont les assemblées constituantes et législatives. Donc on vient de voir dans le petit a la mise en place d'une assemblée constituante. Maintenant, on va voir dans le petit b la création d'une nouvelle constitution par le pouvoir exécutif. Puisqu'en effet, là, on vient de voir que la constitution pouvait être adoptée par le pouvoir législatif, mais maintenant,
on va voir qu'elle peut aussi être qu'elle peut être créée par le pouvoir exécutif. Cette méthode-là, elle est forcément moins démocratique, mais elle est plus facile, donc c'est pour ça qu'elle est de temps en temps faite. Mais la plupart du temps, en fait, elle va être faite dans les États non démocratiques, ou alors certaines démocraties. On a un exemple historique avec donc durant la 5e République française, où Charles de Gaulle va être chargé d'élaborer la nouvelle constitution. Sauf que lui, c'est le pouvoir exécutif. Ensuite, dans le paragraphe 3, on va voir les modalités possibles d'adoption finale d'une nouvelle constitution. Pour ça, on va voir 2 hypothèses. La première hypothèse, c'est que l'organe qui est chargé de l'élaboration de la constitution, en fait, est également chargé de l'adoption de cette constitution. Et en gros, une assemblée ad hoc ou législative peut, après avoir fait le texte, le faire voter. Ensuite, on va avoir la deuxième hypothèse. Donc cette deuxième hypothèse, c'est dans une perspective démocratique, il y a la possibilité de demander au peuple d'adopter la constitution élaborée par d'autres. Cette consultation du peuple porte le nom de référendum constituant, et donc le peuple va pouvoir en fait apprécier le texte de la constitution et décider de l'adopter ou de le rejeter. Ensuite, on va voir dans une section 2, la révision de la constitution, le pouvoir constituant dérivé. Alors pour ça, il s'agit de modifier donc le contenu d'une constitution existant déjà. Le paragraphe 1, la définition du pouvoir constituant dérivé. En gros, ici, le but, ça va être de faire évoluer le contenu d'une constitution sans la faire disparaître. Alors pour voir ça, on va voir un grand A, un moyen de faire évoluer une constitution préexistante. Donc le pouvoir constituant dérivé, il peut être vu comme une forme de garantie de longévité pour les constitutions, puisque en fait il la fait évoluer constamment, donc ça peut permettre en fait de régler des problèmes politiques, puisque si aucun moyen n'est prévu pour modifier la constitution, cette constitution peut devenir en quelque sorte obsolète et donc moins adaptée, et finira donc par être abandonnée, parfois en plus lors de graves crises. Jean-Jacques Rousseau dira d'ailleurs dans Le contrat social qu'un peuple est toujours maître de changer ses lois, même les meilleures. On constate donc que beaucoup de pays prévoient dans leur constitution des règles permettant la modification, et on va ainsi distinguer 2 grands ensembles. Donc en premier, on va distinguer les révisions techniques. Donc alors les révisions techniques, en fait, elles corrigent les imperfections formelles du texte constitutionnel apparues souvent à l'usage. Ensuite, on peut constater qu'il peut y avoir des problèmes politiques importants qui apparaissent dans le fonctionnement de la Constitution et qui sont liés à l'inadaptation croissante des institutions existantes aux besoins perçus de la société. Donc on va alors régler ces problèmes pour en fait prévenir de problèmes encore plus graves. Ensuite, on va avoir donc les constitutions souples et rigides, donc ça c'est le grand B. Alors on parle de constitution souple et rigide, puisqu'en fait ces 2 expressions elles désignent la plus ou moins grande facilité d'utilisation du pouvoir constituant dérivé, c'est-à-dire c'est-à-dire s'il est plus facile ou non de modifier la constitution. Dans le cas où une constitution est plus souple, alors c'est qu'elle prévoit de modifier sans procédure particulière la constitution. Donc en fait, c'est-à-dire que la constitution peut être modifiée comme une loi ordinaire, mais le problème de ça, c'est que du coup c'est pas forcément très stable, puisque ça peut en fait changer très très vite. Ensuite, on va constater donc des constitutions plus rigides. Alors ces constitutions-là vont être celles qu'on ne peut modifier qu'en suivant une procédure complexe avec des acteurs spécifiques. La particularité de cette constitution rigide, c'est qu'en fait il devient tellement rare de réviser la constitution qu'il est quasiment impossible en fait de la faire évoluer. Ensuite, on peut constater 2 choses que le pouvoir constituant ne peut pas faire. Tout d'abord, il ne peut pas recouvrir les modifications coutumières d'une constitution, puisque en fait la coutume, ça ne fait pas partie de l'aspect formel. Et ensuite, on a le fait que ça n'a rien à voir avec le pouvoir d'interprétation de la Constitution. Donc en fait, la Constitution, elle est interprétée par des institutions telles que par exemple le juge constitutionnel, et que même si l'interprétation est constructive, en fait l'interprétation n'est pas une révision de la Constitution. Ensuite, on va avoir le paragraphe 2 sur le statut du pouvoir constituant dérivé. Alors déjà, ce qu'on constate, c'est que il est différent du pouvoir constituant originaire, puisque en fait il existe car il est prévu par la Constitution, donc on le considère comme dérivé. Et puis en fait il y a le fait qu'il trouve sa source dans une constitution déjà existante. De ce fait, on peut dire qu'il n'est pas absolu, et donc on va considérer que le pouvoir
constituant dérivé, et c'est un pouvoir qui est institué par la constitution préexistante et donc organisé par celle-ci. Ensuite, on va considérer qu'il est limité par la constitution préexistante et on va parler ainsi de pouvoir relatif parce qu'en fait, il ne peut en modifier qu'une. Et donc, quand les modifications sont trop importantes, on va changer la nature du pouvoir constituant et à ce moment-là, on va basculer vers le pouvoir constituant originaire. Ensuite, on va constater certaines limites posées par la Constitution, et ces limites sont de nature différente. Déjà, donc, on va avoir des limites procédurales, puisque donc en fait le pouvoir constituant dérivé doit suivre une procédure spécifique pour réviser la Constitution. Ensuite, on va avoir des limites matérielles. Donc ça veut dire que y a un certain nombre de constitutions qui interdisent de réviser certains éléments de la Constitution. Donc à ce moment-là, on va parler d'interdiction matérielle. Et ça, c'était un exemple qu'on avait vu dans un TD sur le fait, en France, par exemple, de l'article 89 de la Constitution, qui interdit de toucher à la forme républicaine du gouvernement. Et enfin, on va avoir donc des interdictions circonstancielles. Alors ces interdictions, donc, elles sont dans certaines circonstances, et donc dans ces certaines circonstances, il peut être interdit de réviser la Constitution. Donc il peut s'agir d'interdictions de circonstances pour une période spécifique ou lorsque certaines conditions sont réunies. Donc par exemple, on va avoir le cas aux États-Unis où il avait été interdit de réviser la Constitution en matière fiscale de 1787 à 1808 afin donc de favoriser l'équilibre du pays. Mais il y a en fait Georges Vedel qui a critiqué la distinction entre le pouvoir constituant originaire et le pouvoir constituant dérivé, puisque en fait il dit que les deux sont pas si différents que ça, puisque si le pouvoir constituant dérivé décide en fait de ne pas respecter les règles qu'il s'est lui-même imposées, personne en fait va pouvoir l'en empêcher, puisqu'en effet les deux possèdent un pouvoir souverain et donc c'est les chefs, donc personne ne peut rien leur dire. Georges Vedel dira qu'en fait il est illusoire de penser qu'on peut encadrer le pouvoir constituant dérivé. Ensuite, on va voir dans la section 3 l'abrogation de la Constitution. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en droit, l'abrogation d'un texte juridique, c'est le fait de supprimer une norme juridique pour l'avenir. Et donc l'abrogation de la Constitution, ça va être le fait de supprimer en fait une Constitution. Alors déjà, c'est extrêmement rare, et surtout en fait, c'est que on abroge une Constitution pour souvent la remplacer par une autre. Donc en fait, ce qu'on peut dire, c'est que oui, la Constitution en fait cesse de s'appliquer, mais elle ne fait pas l'objet d'une abrogation au sens juridique, puisque en fait elle est plus là quoi, elle est remplacée.